Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez éviter le spoil d'un titre en particulier ou juste avoir mon avis sur un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube, pareil en description il y a tous les timecodes. En description, il y a aussi un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Tant que j'y suis aussi, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la chaîne de grandir et à la vidéo d'être plus visible et donc à la chaîne de grandir elle aussi. Tant que j'y suis aussi, j'ai fait une vidéo sur les héros de la galaxie, mon deuxième épisode du Dessous des cases, donc une sorte de mélange entre cours d'histoire et manga, sur une grosse œuvre de science-fiction qui est la légende des héros de la galaxie, donc allez la voir, je mettrai peut-être un petit pop-up ici. Et maintenant, on commence maintenant. Tout d'abord, on commence avec du Yoshiharu Tsuge, donc c'est le cinquième ou sixième tome de Cornelius, je crois que c'est le sixième, donc sur les œuvres de Yoshiharu Tsuge, ils en sortent un tous les an et demi à peu près, et donc tout doucement, ils développent en fait toute la bibliographie de l'auteur, parce que je crois que les premiers bouquins, enfin le premier, alors chaque bouquin c'est un intégral avec toutes les histoires courtes qu'a écrit l'auteur, il n'a pas vraiment écrit de manga dans le sens feuilletonnant, où on va suivre une aventure sur plusieurs tomes. Là c'est vraiment juste une succession d'histoires courtes qu'il a écrit dans les années 80 à 85, mais je crois que le tout premier, ça se passe dans les années 60, donc on a là, pour l'instant, on a quasiment 20 à 30 ans de carrière de Yoshiharu Tsuge, qui a été l'assistant de Shigeru Mizuki, qui a côtoyé Ikegami, parce qu'en fait, il en a parlé Ikegami pendant sa conférence à Angoulême. En plus, ce monsieur a eu droit à une exposition à Angoulême. J'ai lu son bouquin qui est magnifique. Et donc là, on est sur ses œuvres de 80 à 85, avec un gros trou à partir de 82 jusqu'à 84-85, qui est expliqué par Xavier Berthe en préface et qui est en plus consolidé. Alors, excusez-moi, j'ai oublié son prénom à ce monsieur. C'est monsieur, c'est créé la fin, Léopold Dahan, qui écrit une postface où en fait il revient un petit peu sur chacune des histoires qu'il y a dans ce bouquin, qui explique un peu le contexte dans lequel était l'auteur, qui des fois apporte des informations en plus, parce que j'ai pas relu les 6 bouquins avant pour lire celui-ci. Donc forcément, des fois, quand il dit oui, en fait, ce personnage-là, c'est l'auteur tel qu'il se représente à cette époque-là, et qui est en fait la suite d'une histoire qu'il avait écrite il y a peut-être 10 ans, ouais, je m'en souvenais pas vraiment. Donc c'est vraiment, encore une fois, une œuvre très intéressante. Euh, qui est pas forcément. Alors, je vous dis pas, prenez celui-ci, c'est le plus intéressant. C'est intéressant si on s'intéresse à l'histoire du manga et à l'histoire de Yoshihiro Tsuge. Moi, c'est mon cas, je trouve que c'est un auteur qui est très intéressant, qui montre un peu le dessous du Japon des années 60, 70, maintenant 80. Et donc là, il y a des histoires en plus qui montrent un petit peu comment vivaient les mangaka un petit peu dans les marges de la société. Où là, ils galéraient, ils font des histoires en 4 cases et ils essaient de gagner 3 francs 6 sous avec ça. À moi, il parle qu'ils gagnent 30 yens par mois avec ces strips. Ça a l'air d'être rien du tout en fait aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était une fortune. Il y a une histoire en couleur, enfin il y a des pages en couleur, je crois que c'est les premières pages en couleur qu'on a de Yoshiharu Tsuge aux éditions Cornelius, ou en tout cas qu'ils ont pu trouver. Et il y a l'histoire du désir sous la pluie, qui est une histoire qu'elle est écrite en 84, qui en plus au début il y a un petit message de l'auteur qui dit ça c'est un fantasme, n'y voyez rien de pervers, rien de réel, c'est juste moi qui imaginais ça. Ou donc c'est l'histoire d'un monsieur qui attend sous la pluie avec une dame, et qui a des pulsions et qui a envie qui la prend par derrière, voilà, enfin voilà. Et donc tu vois toute une scène, alors qui est des fois très romantisée dans le terme de dessin, métaphore, et des fois qui est très cru, hein, tu vois vraiment l'acte tel qu'il est. C'est très particulier, en plus c'est dessiné un peu à l'arrache, on a l'impression qu'il a dessiné ça à la va-vite, entre deux vraies pages intéressantes. Donc c'est vrai que les pages qui durent, l'histoire qui dure une dizaine de pages, dénote vraiment avec le reste du récit par rapport au style graphique, et c'est très particulier. En tout cas, Désir sous la pluie, c'est toujours aussi intéressant. Je félicite encore une fois Cornelius qui prend son temps pour sortir chaque titre de Tsuge, et à chaque fois, c'est vraiment un pur régal. On parle maintenant de Ikuzanoko tome 3 sur une vingtaine, parce que la série s'est terminée récemment au Japon. Donc c'est le dernier titre en date de Tetsuo Hara, le papa de Hokuto no Ken. Ça raconte l'histoire de Oda Nobunaga. Donc là, le personnage de Oda Nobunaga, qui ne s'appelle plus Kipochi, doit avoir 15-16 ans. Ils disent qu'il rentre dans l'âge adulte. Et donc c'est un moment charnière dans sa vie, parce qu'il y a son père qui décède au début du tome. Alors après, ils font croire que son père est encore en vie parce qu'il y a une doublure, etc. Parce qu'il faut que les contrées voisines aient encore un peu peur de son père, de l'aura qui dégage. Et il faut que Nobunaga soit encore un peu dans l'ombre de son père pour ne pas qu'il
révèle tout son talent. Lui qui en plus s'est fait une armée de mecs complètement tarés, qui ont tenu des pots de bêtes, etc., qui ont l'air plus sauvages que civilisés. Donc voilà, on a encore un Kipochi qui est jeune, qui va commencer à rentrer dans l'âge adulte. Si Là, je dis peut-être une grosse connerie, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus calés que moi en Nobunaga, mais si ma mémoire est bonne, quand le père de Nobunaga meurt, je crois qu'il y a une guerre de succession avec son frère. Donc potentiellement, dans les prochains tomes qui suivent, on va peut-être avoir une bataille entre Nobunaga et son frère. Donc c'est assez intéressant. On découvre aussi la future, là c'est sa fiancée, donc c'est pas encore c'est sa future femme à Nobunaga, qu'on voit à la toute fin. Donc voilà, c'est vraiment on passe, on finit un petit peu l'arc de la jeunesse de Nobunaga et on arrive tout doucement sur son âge adulte. Donc à voir la suite, en tout cas, c'était quand même très plaisant. On parle maintenant des Enfants de la Mer, le second tome. Alors, je l'avais un peu remarqué sur le tome 1, mais ça se confirme avec le tome 2. Il y a une petite fresque qui apparaît sur le dos ici. En fait, on a une image de l'océan, des vagues et de poissons, donc qui rend super bien. J'ai mis les deux tomes côte à côte pour voir et je me dis, ça rend bien. Quand j'aurai les 5 tomes, ça va sûrement super bien rendre. Donc ça fait plaisir quand même que dès le court Tonkam, moi j'ai beau des fois trouver qu'ils font du caca. Quand ils font des choses bien, ils les font bien. Genre, typiquement, il y a des petits détails sur, le manga de Junji Ito, sur Rasputin le Patriote, qui sont cool. Même si j'aime pas forcément le titre, je trouve qu'il y a des petites idées, faire une couverture avec une typo qui fait un petit peu, écriture, russe. Je sais plus c'est quoi l'alphabet russe, excusez-moi, cyrillique, si je dis pas de bêtises. C'est cool. Là, alors c'est vrai que les couvertures sont pas super jolies, mais c'est vrai que l'effet qu'il y a rend plutôt bien. Le dos, il rend plutôt bien, les pages couleurs, ça fait quand même plaisir. Et il y a d'autres éditions où, globalement, l'objet est vraiment cool. Après, c'est plus le papier qui est des fois un peu à déplorer et les rééditions qui sont, des fois un peu oubliées. Donc là, je me suis complètement éparpillé avec Les Enfants de la Mer. La fin du tome 1, on avait, Sora qui avait disparu. Là, il y a tout un tome où il se part à sa recherche et qui réapparaît. Il y a aussi une histoire avec, je crois que c'est Jim, j'ai oublié son nom, qui raconte que quand il était jeune, il avait rencontré un autre enfant de la mer et il commence à y avoir une sorte de quelque chose de très mystique autour de ces enfants, où il y avait déjà quelque chose de mystique, le fait qu'ils avaient survécu dans l'eau et cetera pendant des années, enfin, et étant enfants, c'était déjà un peu bizarre, mais là, il y a quelque chose d'encore plus divin en eux, où ils ont l'air d'être plus une sorte de réincarnation d'un dieu de la mer, qui vient protéger les habitations, les animaux et cetera. C'est vraiment très particulier, j'avoue que je pense, déjà rien qu'au deuxième tome, qu'il faudra une relecture complète une fois que j'aurai tout lu, pour peut-être savourer un peu plus le titre, mais en tout cas, Les Enfants de la Mer d'Eisuke Igarashi, ça fait plaisir. En plus, on a design chez Loewe, on a du double Igarashi, ça fait super plaisir. J'espère qu'on aura des rééditions de ces autres titres qui étaient chez Sarbacane il y a quelques années. Ça serait vraiment parfait. On parle maintenant du tome 26 de One Punch Man. Alors, alors, je me répète assez souvent, on est encore dans l'arc de l'association des monstres, qui est un arc qui est extrêmement long. Je crois que ça représente quasiment maintenant la moitié de One Punch Man, même si, on va dire, si on dit que ça commence à partir de Garou, ça fait quand même quasiment la moitié de la série. Même si, on va dire, on est passé à autre chose. Garou était un peu une sorte d'introduction à l'association des monstres, mais j'ai vraiment à chaque fois cette impression que l'arc est interminable. Alors, les planches sont incroyables. Il y a des combats partout. Il y a des combats de fous furieux, notamment entre Tatsumaki et Psycho, qui est entre guillemets, la reine autoproclamée de l'association des monstres, qui a un combat de fou furieux, qui va créer quelque chose de fou furieux dans les prochains tomes. Ça va être une dinguerie parce qu'il nous utilise un truc de fou à la fin de ce tome. Il y a des combats de monstres avec, entre les monstres et les héros de rang S, qui sont en plus un peu développés au début, où on explique un petit peu qu'au début, il y avait le rang A, B, C et D. Si je dis pas de bêtises, peut-être même E, et que les héros de classe S n'existaient pas encore. Et en fait, les héros de classe S sont apparus en étant des héros un petit peu communs, un peu comme Saitama, qui ont manifesté un grand don dans un talent, qui étaient des super-héros, qui étaient un petit peu, qui faisaient leur job, mais qui pas vraiment étant motivés. Mais quand il y avait un putain de monstre, ils venaient le défoncer. Et donc ils se sont rendus compte que c'était des humains super puissants, mais qui faisaient pas le job comme le mec à vélo, qui va aider tout le monde, qui est super sympa, qui est le bon samaritain, mais qui n'est pas un super-héros dans le sens, il défonce des grands monstres. Alors que on voit Batman défoncer un monstre au tout début, alors qu'il est que genre 50e du classé, l'homme-chien pareil. Mais alors qu'il y en a d'autres qui avaient vraiment des pouvoirs hors normes, notamment Tatsumaki, qui avait ses pouvoirs psychiques, c'est pour ça qu'elle est numéro 2. Et donc on comprend un peu mieux comment les héros de classe S ont été sélectionnés, c'est vraiment juste des monstres humains. Sauf que là, ils tombent sur des véritables monstres. C'est dit au début que là, ils découvrent la peur, ils découvrent la menace, même s'ils ont un peu esquivé ça grâce à Saitama pendant quelques temps, parce que c'est lui qui affrontait les grosses menaces.
On les a jamais vraiment ils ont vraiment jamais vraiment affronté des grosses menaces, ou en tout cas, on sait pas officiellement, parce que le roi des mers, c'est Saitama qui l'a affronté, pris prisonnier, il s'est fait casser la gueule, et tout ce qu'il y a eu après et avant, c'était encore Saitama. Donc là, j'ai hâte de voir comment le post-arc va être, traité, parce qu'on va nous dire: «Mais en fait, est-ce que les héros de classe S, c'est pas un peu des losers?» Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est un arc qui est très long, je pense que je le relirai d'une traite quand il sera terminé, je dis ça à chaque fois, parce que c'est vrai que je savoure pas forcément chaque tome, parce que, bah, j'ai plus forcément à chaque fois en tête ce qui s'est passé avant, et je pense que le lire d'une traite en me disant: «Ça va finir comme ça sera peut-être plus appréciable. En tout cas, voilà, c'était One Punch Man, tome 26. J'ai reçu mes colis de Meian, le tome 9 à 12 de Baki et le tome 13 à 16 de Karakuri Circus. Alors on va commencer par Karakuri Circus. Alors, normalement, je devrais parler une semaine sur deux de Karakuri et une semaine sur deux de Baki, mais le truc c'est que j'ai commencé mes lectures de Karakuri, enfin ma reprise de Baki, il y a une semaine, donc en fait, la semaine dernière j'ai pas sorti mes lectures, donc je rattrape. Si vous me suivez sur Instagram ou et sur TikTok, bah, en fait, une semaine sur deux, je parle de Karakuri le jeudi et la semaine suivante de Baki. Et normalement, bah, quand j'aurai fini les 4 tomes de Karakuri et de Baki, s'il n'y a pas de retard dans mes commandes, je devrais recevoir la suite de Karakuri et de Baki. Et donc, je devrais en parler jusqu'à la fin de manière, bah, une semaine sur deux, tous les 15 jours. Comme je vais le faire sur Fairy Tail, sauf que j'ai du retard. Donc là, j'en parle tous les dimanches jusqu'à la fin. Donc tous les dimanches, je fais une petite vidéo et un petit post Instagram sur Fairy Tail jusqu'au tome 36. On en parlera un petit peu après de Fairy Tail. Donc Karakuri Circus, le tome 13, ça marque la fin de l'acte final de Karakuri, donc ce gros arc sur Narumi, qui était avec tous les Shirogane, qui affrontaient les 4 automates de ultimes, donc Dottore, Colombine, Pantalone, et j'ai oublié à chaque fois le quatrième, je sais plus son nom, celui qui a une guitare, qui ont et donc affronté leur big boss. Gros arc de fou, avec du drama, des morts, des pleurs, des combats de fou. J'avais vu cet arc-là il y a très longtemps en animé, et celui qui va arriver après en animé, et après j'avais arrêté. Et j'avais un petit peu oublié le destin tragique de certains Shirogane. Fatima, ça m'a fait pleurer. Fatima, son destin où elle se révèle un petit peu à Narumi en disant qu'elle l'aime, et que bah, juste après elle meurt. Fouh, tout ce qui se passe autour des Shirogane qui se font tuer un par un. Fouh. Alors, ok, ils ont vaincu la menace d'automates, mais à quel prix? Tous les personnages qui sont morts, franchement, ça, avec leur cul, tu fais, ah ouais, quand même. Fujita, Kazuhiro Fujita, t'es pas sympa. T'es vraiment pas sympa. Et surtout, euh, alors, ça va avoir de l'importance par la suite, comme j'ai dit, hein. Vous allez voir, là, il se passe des choses dans cet arc-là qui vont être hyper importantes pour les arcs suivants, notamment bah, le fait que quand il tombe sur la Big Boss des automates, Francine, qui est donc... maintenant, on sait un petit peu le lien qu'elle a avec tous les Shirogane, parce que c'est plus ou moins la tante de la Big Boss des Shirogane, c'est pour ça qu'elle ressemble autant à sa fille qu'elle a utilisée, et qui ressemble... Alors, vous allez voir pourquoi elle ressemble aussi autant à Shirogane, vous le verrez plus tard, dans les prochains tomes, pour ceux qui n'ont pas encore lu la suite, mais on en reparlera. Et elle dit, mais en fait, c'est pas moi. Moi, je suis juste un clone. Elle est partie il y a longtemps. Tu dis tout ça pour ça? Là, tu te dis, là, d'un coup, il y a le somme qui tombe, là, toi, pour Narumi, et j'ai trouvé ça bigrement, alors, horrible et génial, et bah, après, ça se termine, on a un petit entracte qui va se poursuivre sur le prochain tome, et après, on va arriver sur un gros arc sur Masaru, et vous allez voir tout ce qui s'est passé dans ce tome-là, toutes les petits indices qui ont, enfin, les petits trucs qui ont été posés par l'auteur, ils vont prendre sens dans 2-3 tomes, ça va être une putain de dinguerie, bah, j'ai hâte de lire la suite, et en plus, bah, j'ai hâte d'arriver après l'arc de Masaru, qui va arriver après, parce que, après, je ne connais pas la suite, parce que je me suis arrêté comme ça dans l'animé. Donc, bah, j'ai hâte de découvrir la suite, en tout cas, là, on est sur du très lourd. En plus, on est déjà à la moitié de Karakuri Circus. Et la seconde moitié, ça va être, je pense, des grosses dingueries. Déjà, ce qui arrive, c'est des grosses dingueries. Mais ce qui va arriver ensuite, je sais pas. Et alors, je crois que Haru de Manga Sky l'avait posté sur Twitter. Ce tome-là, ou le tome d'après, va démarrer ce qui n'a jamais été publié en France chez El Cam. Donc il y a vraiment quelque chose de hyper inédit en France. Et ça fait plaisir de se dire que Karakuri Circus va enfin avoir une fin en France en termes de manga. Et que Fujita revient vraiment en force avec les annonces de Mangetsu. Je crois qu'il y a un autre éditeur qui a plus ou moins acquis son autre grosse œuvre qui est Totora. Putain, je sais plus son nom. Le truc avec Tora, enfin, je sais plus son nom, c'est Usho Totora. Donc, vraiment très content. On parle maintenant bah, de Baki the Grappler, le tome 9, avec en couverture Guki Shibukawa, qui est un personnage qui n'est pas encore apparu dans le manga, qui va apparaître dans les prochains tomes, bah, après le gros arc qui est en cours sur le flashback
origin story de Baki, sa relation avec son père, sa mère et tous les personnages qui vont être importants pour la suite de Baki, notamment le personnage d'Anayama. Le tome 9, enfin, le tome 8, c'était terminé sur le fait que Baki avait affronté son père, qu'il lui avait cassé la gueule, qu'il était venu avec un gorille, il a dit t'as vu le gorille t'a tué, bah, je le tue moi, j'en ai rien à foutre. Je suis un homme alpha, je suis le bonhomme de la famille, c'est moi le père, c'est moi le daron. Et donc Baki a un peu la haine, il va voir le entre guillemets meilleur ami de son père, qui est le colonel, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, qui lui dit bah t'as qu'à aller à Hokkaido, il y a des mecs qui se... C'est Hokkaido ou Okinawa, j'ai plus, je crois que c'est Hokkaido, c'est le nord. Qui lui dit oui, il y a des soldats qui s'entraînent, c'est des putain de machines à tuer, t'as qu'à y aller. Sauf qu'après il apprend qu'il y a Gaïa là-bas, et Gaïa c'est le meilleur soldat du monde, c'est le numéro 2, il y a Yujiro, et juste en dessous il y a Gaïa. Alors, quand tu connais la suite de Baki, tu te dis ouais, il y avait quand même d'autres personnes devant, parce que bon, quand tu connais Mister Oliva, tu te dis pas que Gaïa... Enfin, pour moi, Gaïa est en dessous de Mister Oliva. Alors après, on peut débattre des puissances, hein, et voilà. Donc c'est assez curieux qu'on dise que Gaïa est le numéro 2, bon, peut-être du Japon, mais bon, je sais plus trop. Bon, on verra, on en reparlera quand on sera Mister Oliva, qui apparaîtra dans super longtemps, et je crois qu'en plus qui apparaît dans la suite de Baki, l'arc 2 de Baki. Et donc Baki va là-bas, il tombe sur les soldats, il se fait casser la gueule, il revient, il leur pète la gueule, et on leur dit non mais il y a notre boss, il s'appelle Gaïa. Au début on se dit bon Gaïa c'est un des deux autres, et en fait non, c'est un mec qu'il avait affronté, qui a une double personnalité, et qui reprend le dessus, et qui est un putain de soldat d'élite. Alors il nous explique qu'il a fait une guerre dans les pays d'Afrique, qu'il a connu le stress ultime, qu'il a perdu ses cheveux, c'est pour ça qu'il est chauve, et ouais, Gaïa, je me souviens de lui, c'est le mec qui se bat pour tuer. Il faisait toutes les techniques du monde pour te tuer. Il te lance du ça dans la gueule, il s'en bat les couilles. Il va te taper dans les burnes, il s'en bat les couilles. Donc Baki va affronter un gros ennemi, et je crois que c'est à partir de là qu'il va commencer à utiliser ses... Il va y avoir plein de délire sur l'endorphine et l'adrénaline qui vont se réveiller en Baki, parce qu'il va connaître la peur aussi. Donc vivement la suite, en tout cas, Baki c'est un pur kiff. On parle maintenant de Kaguya-sama Love is War, tome 14. Alors la série s'est terminée il y a quelques temps au Japon, je crois qu'il y a 26 ou 28 tomes, enfin, il y a moins de 30 tomes, c'est sûr et certain, donc on est à peu près la moitié de la série, et donc là, ce tome-là, alors là, aux 2 tiers, termine la saison 3 de l'animé et débute le film, donc c'est la fin de l'arc ultra romantique, l'arc du festival de l'école, avec ces histoires de cœur à échanger pour se déclarer sa flamme, qu'a fait Ishigami sans le savoir, et qu'il a fait à 2 filles sans le savoir, ce trou de balle. Et il y a surtout la déclaration d'amour de Kaguya et de Miyuki, qui s'échangent un bisou, qui était donc l'apothéose de la saison 3, ça y est, ils s'embrassaient, ils se déclaraient leur flamme, et le film démarre sur ce qui se passe juste après, où en plus c'est vraiment la cassure, parce que une fois qu'il y a le bisou, et la fin du festival, on nous dit c'est fini, les moments sérieux, on revient de la comédie. Et donc on découvre un peu les conséquences et les dessous du bisou, parce qu'il a été censuré par un cœur immense qui cachait le premier baiser entre Kaguya et Miyuki. On apprend que Kaguya n'a pas fait un bisou au président du BDE. Elle lui a roulé une pelle, qui est quelque chose qui est beaucoup trop intime pour le début de leur relation, et elle se demande, est-ce que maintenant il faut pas que je couche avec lui? Et donc elle pète un câble, elle devient Mimiya, donc elle devient une version chibi d'elle-même qui a un déni de réalité, et après il y a tout un délire sur le fait qu'elle a plusieurs personnalités, et sa version dark Kaguya reprend le dessus, et ça se finit là-dessus, et ça va être tout le contexte du film, en fait, sur le fait que on va découvrir plein de choses sur Kaguya, les dessous de Kaguya, sur sa relation avec Miyuki, comment elle est tombée amoureuse de lui aussi, c'est super intéressant, donc j'ai hâte de lire le tome 15, d'arriver au tome 16, parce que pour moi le tome 16 c'est la suite du film, et donc pour moi de l'inédit, qui n'ai jamais lu le manga en scan ou en version légale, ça va être du total inédit, et j'ai hâte d'enfin découvrir des choses que je n'ai pas vues via la série d'animation ou via le film, qui était vraiment cool le film, bien que je trouve que ça manquait un peu de splendeur pour un film, je trouve que ça faisait juste un gros épisode d'1 h 30, mais ça faisait pas film, il n'y avait pas ce côté, tu sens qu'il y a un gros budget de ouf, tu sens juste que c'est un épisode très long, en plus il y avait des moments un peu cassures, qui faisaient un peu comme la série, où tu as l'impression de te dire, ah, ça c'est l'épisode 1, là c'est l'épisode 2, là c'est l'épisode 3. Il y avait un peu ce truc-là, et c'était un peu dommage, mais dans l'ensemble, c'était super plaisant à regarder. On parle maintenant de Eden Zero, le tome 24. Alors je sais que beaucoup de gens ont critiqué la couverture du tome 24 quand elle a été révélée au Japon, parce que c'est vrai que a fait sobre par rapport aux autres qui sont un peu plus... alors, qui ont des fois un peu ce côté, un personnage entre le milieu et 4 personnages sur les côtés, qui est un peu la couverture facile de Hiromashima. C'est vrai que celle-ci fait très sobre, où t'as juste les 2 personnages principaux. C'est limite, on pourrait croire que c'est une couverture de fin de série.
ou fin d'arc. Là, c'est vrai que t'as juste des personnages qui font coucou, au revoir, à dans une prochaine série, quand on reviendra avec le même design. Mais c'est un tome qui est très fort, je trouve, parce qu'il y a énormément de révélations qui avaient été amorcées avec le tome 23 sur qui est véritablement Ziggy. On découvre un peu plus son... Alors, c'était pas mal expliqué déjà dans le tome précédent, mais là, on nous explique un peu plus. On nous explique encore une fois qu'est-ce que c'est le Ethereum, qu'est-ce que c'est le 3173. Alors, c'est pas Ellie, comme dans Rave, où 3173, c'est juste Ellie à l'envers, et après, on découvre que c'est des coordonnées géographiques de 3173 Ellie, pour les fans de Rave, hein, comme moi, les vieux de la vieille. Donc, on découvre... J'aime bien que Machima utilise un petit peu ces petits délires dans chacune de ses œuvres. Donc, on découvre qui est véritablement Ziggy, toutes les histoires par rapport au Eden Zero, etc. Enfin, beaucoup de révélations, et un peu, on a une sorte d'origin story aussi sur le croque-mitant. Alors, est-ce que ça va être révélé plus tard? Et bah, on est en train de nous dire que le grand méchant, c'était pas forcément Ziggy, c'était peut-être quelqu'un d'autre, qu'on révèle plus ou moins à la fin. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, les dernières pages, on nous montre plus ou moins qui va être potentiellement l'antagoniste final de la série, sachant que j'ai cru comprendre que Eden Zero s'approchait de sa fin au Japon, donc je pense, à moins qu'ils nous fassent comme... même pas Acnologia, parce que finalement, quand ils ont, dans Fairy Tail, si ma mémoire est bonne, quand ils ont battu Zelef, Acnologia était encore là, donc on savait que c'était l'ennemi final. Là, à moins qu'il y ait encore un ennemi, alors peut-être que c'est Croque-Mitant qui va être l'ennemi final, mais pour moi, là, le méchant a l'air d'être lié au Croque-Mitant, donc ça va être une sorte de combat final où tu bats l'un, tu bats les deux en même temps, on verra. En tout cas, vraiment très très cool ce tome de Eden Zero, et vivement à la suite. En tout cas, Eden Zero, c'est toujours aussi plaisant. Et on finit avec Fairy Tail, l'intégrale de chez Hachette. Alors j'ai pris le tome 31 et 32, parce que, comme je disais pour Baki et Karakuri Circus, sur TikTok et sur Instagram, j'en parle toutes les semaines. Tous les dimanches, je parle d'un tome de Fairy Tail. Et le truc, c'est que bah, j'ai une semaine de décalage par rapport à ces vidéos sur YouTube. Parce que bah, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo. Donc je me suis dit, si je dois faire une vidéo sur YouTube, mais que sur TikTok, j'ai une semaine d'avance, c'est complètement con. Donc autant bah, rassembler les deux et avoir bah, la semaine où j'en parle sur TikTok, bah, vous avez quelques jours après sur YouTube, une version un peu plus longue. Le tome 31 et le tome 32, pour moi, on est... alors, le tome 30 de Fairy Tail, c'était le début de l'arc face aux 12 Spriggan, au Spriggan 12, et donc l'empire de Zelef, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et donc le tome 31, on est sur les premiers combats contre les 12 Spriggan, qui se poursuit sur le tome 32, qui pour moi, va atteindre une sorte de premier acte dans le tome 33, que j'ai commencé à lire. Donc il y a vraiment ce premier acte face aux 12 Spriggan, où ils affrontent un petit peu la chair à canon. Vraiment, c'est les premiers ennemis qui ont un peu les pouvoirs les plus osef, et qui se font des fois one-shot. Alors, des fois, pas de chance, hein, parce que comment il s'appelle, God Serena, qui est l'un des plus puissants mages de Fiore, Fior ou Fiore, je sais plus si on m'a dit, je crois qu'on m'a dit que c'était Fiore, moi je dis Fior, parce qu'il n'y a pas d'accent aigu. Je suis un connard, qui se fait one-shot par Acnologia, c'est pas de chance. Mais bon, le mec qui a le pouvoir de Historia, la fille qui est liée à Lucie, qui a en plus un arc qui est hyper intéressant sur le fin de 31, début de 32, on découvre un peu, bah, on avait vu le point de vue des élèves de comment s'était passé l'histoire du 7 juillet 777, et là on avait le point de vue des constellations, on nous explique qu'en fait la mère de Lucie était liée à la femme qui a envoyé les enfants 400 ans dans le futur, mais qu'il lui manquait Aquarius, qui était chez la mère de la fille qui affronte Lucie, et que c'est à cause de ça elle était censée fragile, et c'est à cause de ça qu'elle est morte. Voilà, donc on a enfin l'aboutissement de toute cette histoire par rapport au voyage dans le temps et de Natsu, etc. C'était super intéressant. Voilà, mais bon, cette fille-là, c'est pas l'une des plus puissantes. Il y en a d'autres, le mec qui contrôle le sable. Voilà. Tu sens que c'était un petit peu les premiers, l'assassin qui a peur, qui quand il voit une fille, il rougit et qui ferme les yeux. Voilà, c'est des personnages hein, qui sont un poil sérieux, mais qui ont un petit peu côté ridicule. Et quand d'ailleurs on dit, il y a Auguste, le roi des mages, la destruction humaine, tu sens que c'est pas le même niveau. Hélène, la calamité ambulante, tu sens que ça, c'est les mecs qui rigolent pas. Quand ils vont venir, ils vont casser des gueules. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, tu sens que les premiers Spriggan qu'on voit, c'est un peu les mecs un peu osef, et qu'ensuite on va avoir les mecs bien sérieux, bien vénères, notamment il y en a un qu'on n'a pas encore vu. Si je me souviens bien qui c'est exactement, ça va pas non plus déconner, alors à la fin ils vont tous se faire péter la gueule, mais c'est juste le sentiment de dire, ouais, là c'est les Spriggan qui rigolent pas. Il y a les 6 premiers, c'est un peu, il fallait le quota de Secpa, excusez-moi pour eux, mais voilà, il fallait un peu le quota des mecs un peu osef, il fallait juste qu'on ait 12 sièges qui soient remplis, donc on a pris un peu les mecs un peu costauds, mais il y en a d'autres, c'est les vrais Spriggan, c'est les vrais bonhommes, ceux qui font que les Spriggan, ils sont costauds.
J'ai bien aimé aussi le combat entre Wendy et sa copine face à l'une des 12 Spriggan, qui était aussi encore un peu la chair à canon, avec l'histoire de Ultia qui revient parce que c'est un peu dans les limbes du temps, etc. Et tu te dis: «Ah, c'est vrai qu'Ultia, bah, il s'est passé ce qui s'est passé», et quand on la voit en mode: «Ah, j'aurais tellement aimé être comme elle à leur âge», tu fais: «Ah purée, Ultia, c'est vrai». Mais voilà, en tout cas, Fairy Tail, c'est toujours aussi bien. J'avoue que alors l'arc est pas forcément mon préféré, cet arc-là, l'arc de l'Empire, des elfes, et cetera. Mais ça reste quand même sympathique, ça clôture plein d'arcs par rapport à des personnages. Luxus et sa maladie et sa relation avec son arrière-grand-père. Ouais, ça, le père de Makarov, donc c'est son arrière-grand-père. Ah, c'est vraiment cool, il se passe pas mal de choses. C'est plaisant, c'est l'arc final, l'auteur il se fait plaisir, il fait plein de combats, les personnages ils ont des transformations de fous furieux, c'est stylé. Donc voilà, en tout cas, Fairy Tail, j'approche de la fin. Et donc dans les prochaines lectures, j'en parlerai toutes les semaines jusqu'au tome 36, donc il reste plus que 4 tomes. Et donc dans 4 mes lectures, j'ai fini Fairy Tail. Et bah, dans l'ensemble, encore une fois, j'approche de la fin. J'ai bien aimé, j'ai des moins mauvais souvenirs que dans ma mémoire, où je trouvais que c'était un peu un manga OSEF, et finalement, ben pas tant que ça. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok et j'en passe. Et sur ce, bah, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!